Ce cours du 4 décembre en histoire, Deuxième Guerre mondiale, remet en perspective 2 points de passage obligatoires de cette leçon. Celui des bombardements atomiques sur les villes d'Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945. Après l'invasion de la France par les Allemands en juin 40, arrêter ou continuer la guerre. Et enfin, un dossier sur les résistances en France. À la fin de cette vidéo, les consignes sur le devoir à rendre en ligne dans le cahier de texte pour le 16 décembre. Démontrer la diversité des mouvements de résistance en vous appuyant sur l'article du Monde paru le 20 novembre 2020 à la mort de M. Daniel Cordier, résistant, secrétaire de Jean Moulin. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une remise en ligne et non pas d'envoyer votre DM par message ENT ou par boîte mail personnelle. Votre réponse organisée alimentera directement la recherche sur les résistances en France et leur diversité. Alors que l'Italie a capitulé dès septembre 1943, l'Allemagne en mai 1945, il ne reste dans ce pacte anti-Comintern que le Japon, qui poursuit les combats dans le Pacifique en juin 1945. Ces villes industrielles et ces structures durement touchées par les bombardements conventionnels, l'armée impériale à court d'armement et d'hommes envoie ses kamikazes s'écraser sur les destroyers et les porte-avions américains. Les 6 et 9 août 1945, les États-Unis décident de l'utilisation de la bombe atomique par un premier largage le 6 août sur Hiroshima et le 9 août sur Nagasaki. La photographie colorisée en 3/4 oblique vous montre au lendemain du 6 août 1945 l'ampleur des destructions massives de la ville d'Hiroshima où plus de 100 000 civils trouveront la mort. Et c'est par des photographies aériennes du survol de la ville de Nagasaki que l'on mesure l'anéantissement des infrastructures, des bâtiments, avec la perte de plus de 150 000 vies humaines. La bombe atomique résulte d'une véritable course à l'armement que se sont livrés l'Allemagne et les États-Unis, en mobilisant les physiciens les plus pointus de l'époque, Oppenheimer et Einstein, dans le projet Manhattan. Et Harry Truman, président des États-Unis le 9 août 1945, justifie dans ce discours radiodiffusé aux Américains l'utilisation de la bombe. Vice-président de Franklin Delano Roosevelt, le décès de ce dernier au cours de son 4e mandat place mécaniquement Harry Truman comme nouveau président des États-Unis et c'est lui qui va prendre la décision du largage de bombes. Une justification d'abord pour faire cesser le plus rapidement les combats afin d'épargner la vie des soldats américains. Les cibles ensuite présentées comme uniquement militaires, alors que 250 000 civils seront victimes de ces 2 bombes. Enfin, la légitimité de l'usage de la bombe en réponse à l'attaque de Pearl Harbor du 7 décembre 1941. Nous ne sommes pas ceux qui avons déclaré la guerre, mais nous sommes ceux qui voulons faire cesser les combats. Le 15 août 1945, l'empereur accepte l'armistice et la fin des combats. Et c'est le 2 septembre, à bord du Missouri, que le général Yoshiro Uemezu signe cette capitulation face au général MacArthur. Ce feu nucléaire est dessiné ici par Kenichi Nakano, 20 ans plus tard, dans son œuvre L'enfer sur Terre dans une mer de feu. Les milliers de survivants de bombardements atomiques dessinent la mémoire des bombes, des centaines de milliers de morts et les blessures du feu nucléaire dans leur corps. Et Kenny Nakano est justement un de ces Hibakusha. Le point de passage suivant, dans cette France de juin 40, continuer ou arrêter la guerre à travers 2 personnalités militaires, le maréchal Philippe
Pétain, héros de la Première Guerre mondiale, le vainqueur de Verdun, et Charles de Gaulle à la tête d'une division de blindés, alors que l'Allemagne a franchi le 10 mai 40 la frontière française, et semant une véritable panique parmi les civils qui fuient l'avancée de la Wehrmacht dans un véritable exode. Cet exode, décrit par Marguerite Bloch, entre le 12 et 29 juin 40, sur les routes avec le peuple de France, les familles ont accumulé tous leurs biens sur des charrettes ou même à pied et progressent tant bien que mal vers le sud, parfois dans les fossés qui bordent les routes et sous les bombardements des Stuka. Rappelons cette chronologie des mois de mai et juin 40. Le 10 mai 40, c'est l'invasion de la France par l'Allemagne. 3 semaines plus tard, déjà, le 14 juin 1940, les Allemands sont à Paris. Les pourparlers commencent et le 17 juin, le maréchal Pétain s'adresse aux Français et les appelle à accepter l'armistice, la cessation des combats. Le 18 juin, c'est Charles de Gaulle depuis Londres, sur le canal de la BBC, qui appelle les Français à se mobiliser et à résister. Le 22 juin, l'armistice est signé entre la France et l'Allemagne. Et ce discours de Pétain, arrêter la guerre du 25 juin 1940, est une justification de l'armistice qu'il adresse à la fois aux forces militaires et à l'opinion publique. Garder cette chronologie en mémoire évite un contresens. De plus, il faut bien comprendre que les Français ont massivement entendu l'appel du 17 juin par Pétain et son discours radiodiffusé du 25 juin. Car il est très important de souligner le statut de Philippe Pétain le 17 juin 1940 lorsqu'il appelle les Français à accepter la fin des combats. Il est en effet le président du Conseil en remplacement de Daladier, il est donc le chef du gouvernement. Et c'est en tant que chef du gouvernement qu'il va signer le 22 juin 40 cet armistice. Il présente la justification de cet armistice par l'écrasante supériorité de l'armée allemande et donc l'absolue nécessité d'épargner des vies françaises. Vie des soldats français, de l'Hexagone et de l'Outre-mer et la vie des civils. Le maréchal Pétain, auréolé de sa gloire acquise lors de Verdun, se présente comme le seul homme capable de sauver la France en négociant les termes de cet armistice. Il prévient effectivement les Français que cet armistice sera dur, les conditions d'Hitler drastiques, très sévères. Le service du travail obligatoire pour des centaines de milliers d'hommes français, remplaçant les Allemands dans les usines et dans les champs, le pillage systématique des ressources de l'industrie ou de l'agriculture. Il annonce qu'un ordre nouveau commence, celui de la collaboration. À l'opposé du maréchal Pétain, chef du gouvernement en 1940, le général de Gaulle appelle, lui, à poursuivre le combat depuis Londres, où il est en exil, risquant la peine de mort s'il reste sur le territoire français, en encourageant l'organisation d'une résistance extérieure et tous ceux qui voudraient le rejoindre, en rappelant aux Français la force de leurs troupes coloniales et de leurs ports militaires d'Afrique du Nord, intacts comme la marine française, à Bizerte, à Mersel-Kébir. Insistant également sur l'Empire britannique et le Commonwealth qui poursuivent le combat contre les forces de l'Axe. C'est cet appel du 18 juin qui est resté dans toutes les mémoires et cependant qui a été très peu entendu par les Français à l'époque. Et l'armistice signé, les Allemands vont imposer une administration directe du territoire français depuis l'Alsace jusqu'au golfe de Gascogne, tandis que Pétain et son nouveau régime déménagent à Vichy en zone non occupée. Le résultat ici des conditions de l'armistice du 22 juin 40.
avec d'abord l'annexion au Troisième Reich de l'Alsace et de la Moselle, que vous voyez paraître en kaki foncé. Territoire confisqué à la France après la défaite de Sedan par l'Allemagne en 1870, récupéré en 1918 et de nouveau annexé par l'Allemagne en 1940. Et pour sécuriser tout le littoral atlantique, une administration directe que vous voyez ici en vert du nord de la France jusqu'au golfe de Gascogne, avec une zone interdite frontalière hérissée de bunkers, de mitrailleuses, de barbelés et de mines. Une zone non occupée jusqu'au 11 novembre 1942, ici en beige, administrée par le régime de Vichy, c'est-à-dire l'État national, cette dictature mise en place par le maréchal Pétain et qui renverse la Troisième République. En juillet 1940, la nouvelle capitale de l'État français, Vichy, station thermale en Auvergne. Le point de passage, les résistances en France, permet avec l'article du Monde du 20 novembre 2020, paru au décès de M. Daniel Cordier, de mesurer la diversité, l'hétérogénéité des mouvements de résistance à l'occupant allemand. C'est pourquoi je vous ai demandé de relever dans la biographie de M. Daniel Cordier les éléments remarquables pour justifier de cette hétérogénéité, de cette diversité des mouvements de résistance tout au long de son parcours personnel, de ses années de jeunesse dans les années 30 jusqu'à son parcours de résistant, mais aussi l'après-guerre. Rien, évidemment, ne vous empêche de consulter tous les éléments qui pourraient concourir à mieux répondre à la question posée, cependant que la réponse, en croisant ce corpus documentaire pour référence et l'article du Monde, devrait amplement suffire. Je vous souhaite de travailler avec courage, avec finesse, et n'hésitez pas à me poser des questions si vraiment, vous n'arrivez pas à avancer. Bonne soirée et à mercredi matin.